Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Non, je ne passerai pas sous silence le fait que cet épisode sorte avec 3 jours de retard, assez ironiquement d'ailleurs parce que le dernier épisode portait justement sur la régularité. C'est un paradoxe beaucoup trop beau pour ne pas être mentionné. Et je ne passerai pas non plus sous silence le fait que cet épisode sorte du coup, comme ça, un 14 février parce que ça me donne l'occasion de share the love, comme on dit en anglais, de diffuser un peu d'amour. J'ai envie d'abord, le cœur tout reconnaissant, de remercier chacun des invités qui est arrivé sur ce podcast et qui a pu nous partager avec beaucoup de générosité et souvent pour la première fois en français tout son savoir ou tout leur savoir sur les langues. Je voudrais vous remercier vous, te remercier toi qui écoutes ce podcast d'être là chaque semaine. Et j'ai aussi envie de dire merci à tous les créateurs et créatrices de contenu qui m'ont permis, moi-même, d'avoir un parcours de langue intéressant, d'en apprendre beaucoup plus sur l'apprentissage des langues. Souvent, ce sont des personnes anglophones et c'est pour ça que ce podcast existe, pour vous ramener tout ce savoir-là en français. Ce sont des personnes sans lesquelles je serais sans doute quelqu'un d'autre. Ce sont des personnes qui m'ont permis, je le disais, d'acquérir de nouvelles langues et je pense que c'est quelque chose qui a fait de moi une meilleure personne. Donc j'encourage vivement l'apprentissage des langues parce que je crois que ça nous rend profondément plus tolérants. Après ces instants tout sucrés, je pense qu'on peut arriver à la thématique du jour. Aujourd'hui, on accueille un invité encore une fois. Il s'agit d'Angèle Préto, que tu connais peut-être de la chaîne YouTube The French Fluency, mais qui a également un site internet du même nom, frenchfluency.net, qui accompagne les apprenants de français, mais qui a développé une approche en 4 piliers que je trouve fondamentale parce qu'elle structure des informations que peut-être je t'ai déjà données de ci, de là dans les épisodes de ce podcast. Et l'un des grands bonheurs pour moi de recevoir des invités, c'est de me frotter à d'autres cerveaux. Et j'ai un plaisir particulier à rencontrer des cerveaux encore plus organisés que le mien et on a cette chance-là aujourd'hui avec Angèle Préto. Alors sans plus tarder, je vais te laisser à l'écoute de cette conversation qui, je l'espère, te donnera les clés pour vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette parce que souvent, si on n'atteint pas nos objectifs en langue, c'est qu'il manque un ingrédient ou une approche fondamentale de l'apprentissage des langues. Et le fait d'avoir résumé l'apprentissage des langues en 4 piliers, ça nous permet de faire le point et de vérifier qu'il n'y ait pas de manquement. On a aussi parlé de quelque chose d'hyper important qui est l'approche au niveau de l'état d'esprit, l'approche mentale qui n'était pas forcément mentionnée dans les 4 piliers de la méthode CSAIS que tu vas découvrir juste après. Et avec ça, je pense que tu as l'occasion merveilleuse de faire un petit bilan de ton apprentissage autodidacte des langues ou pas autodidacte d'ailleurs, peut-être que tu as déjà une structure, mais de voir si tu as tout ce qu'il te faut en termes de levier pour réussir à faire de 2024 l'année où tu atteindras tes objectifs. Bonne écoute! Bonjour Angèle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la Fabrique à Polyglotte parce qu'on va apprendre avec toi quelque chose de très concret et j'aime bien quand on a une méthode pas à pas à suivre et qui sera plus ou moins ce que tu as annoncé ou énoncé, plutôt présenté il y a quelques temps sur le podcast de Lindsay Does Languages, son podcast qui s'appelle How to Learn a Language. Tu nous as présenté la méthode C qu'on va décortiquer ensemble, donc bienvenue. Bonjour Coralie, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je crois que c'est la première fois que je fais une interview de podcast en français. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer, de voir si même je vais y arriver à m'exprimer dans ma langue maternelle, parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Écoute, on va voir ça de suite. La première chose que j'aimerais te demander, c'est tu es qui comme apprenant? Comment t'es tombé dans le bain des langues et combien tu en parles aujourd'hui? Moi, je suis français, je suis de Dijon à la base. C'est un peu difficile de dire comment je suis tombé dans le bain des langues parce que, autant que je me souvienne, je me suis toujours intéressé aux langues. C'est-à-dire quand j'ai eu mes premiers cours d'anglais, c'était en CM2 à l'époque, déjà ça m'intéressait énormément. À l'époque, je m'intéressais un peu plus aux langues anciennes, c'est-à-dire d'abord le latin, ensuite le grec. Et puis, j'ai fait 8 ans de latin, j'ai fait presque 3 ans de grec. J'en ai fait beaucoup. Et puis, à un moment, on peut pas quand même tout continuer.
Donc, il a fallu que je me décide entre les langues vivantes et les langues mortes. Et ça semblait, au niveau des débouchés, peut-être plus pertinent d'avoir pris les langues vivantes. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre les langues. Donc d'abord, j'ai appris l'anglais, ensuite, j'ai fait espagnol à l'école. Et puis maintenant, j'aime bien dire que sur le papier, je parle 6 langues. Donc, c'est le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand et l'espéranto. Mais je dis sur le papier, ça, c'est toutes les langues que j'ai appris ou j'ai été capable d'avoir des conversations dans ces langues à une époque. Donc, j'étais fluent, comme ils disent en anglais. J'arrivais à les parler couramment. Par contre, je ne les pratique pas toutes. Donc, à l'heure actuelle, c'est plus judicieux de dire que j'en parle 4 au quotidien, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Waouh! Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans le grec et le latin? Parce que je sais que nous, on était plutôt traumatisés des traductions. Est-ce que c'était l'approche historique? Est-ce que c'était la structure même grammaticale de la langue? En fait, c'est moi qui me suis battu pour faire du latin. J'ai dû combattre mes parents. Ma mère était absolument contre. À la base, moi, ce qui m'attirait beaucoup, c'était la mythologie et puis l'histoire un petit peu, Ouais. mais plus la mythologie. Il faut se dire que j'étais très petit, hein, j'avais 10 ans à l'époque. Donc, c'est plus les dieux et les mythes et des choses comme ça que l'histoire à proprement parler. Et ça a pas débouché sur l'envie d'apprendre du coup l'italien et le grec moderne? Alors, j'en ai fait. Du grec moderne, j'en ai fait à la fac un petit peu. Ouais. D'ailleurs, si je vais en Grèce maintenant, j'arrive à peu près à lire les panneaux, donc je suis très content de moi. L'italien, j'en ai pas fait beaucoup. Je pense que la raison principale, c'est qu'on ne peut pas faire toutes les langues latines. C'est très rapide de les mélanger. Oui, Et déjà, l'espagnol et le portugais, à moins d'y passer son temps, tout son temps, il faut choisir. c'est vrai. À quel moment ton intérêt pour les langues, c'est devenu ton métier? À quel moment tu te dis, ça deviendra mon job? Je dirais que assez rapidement, à une époque, je voulais être professeur de français, langue maternelle, donc dans un collège ou un lycée, c'était le premier but que j'avais. Et puis à un moment, je suis arrivé en ce qu'on appelle maintenant L3, donc c'était la licence à l'époque. Et à cette époque-là, il y avait l'option FLE. Donc FLE, c'est pour français langue étrangère. Et du coup, là, je me suis dit, oui, c'est intéressant d'enseigner les langues vivantes, d'enseigner en particulier le français aux étrangers. D'autant que déjà, j'ai commencé à enseigner quand j'avais 19 ans. À l'époque, il y avait dans mon université ce qu'on appelle un centre de langue. On pouvait y aller 2 heures par semaine pour enseigner sa langue maternelle. Donc, il y avait beaucoup de Français qui le faisaient, mais il y avait aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Et en échange, ils vous donnaient une connexion Internet. Et là, je vais absolument trahir mon âge, mais le fait est qu'à l'époque, une connexion Internet, c'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. On ne l'avait pas dans sa poche, si tu veux. Le fait de pouvoir aller à n'importe quelle heure, pratiquement, dans ton temps d'université, à un endroit et pouvoir te connecter à Internet, c'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Et donc, ça valait carrément de passer 2 heures à enseigner le français par semaine aux gens qui venaient et qui voulaient pratiquer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Et est-ce que c'est parce que tu enseignais que tu as pu voyager et apprendre certaines langues? Ou alors t'as été amené pour des raisons, je sais pas, personnelles à être dans des pays germanophones? Et ça, je sais plus, attends, je me suis perdue moi-même dans ma question. En gros, Je crois que j'ai tu compris. vois? Je crois que j'ai compris la question. À la base, je suis parti en Autriche. J'ai déménagé en Autriche la première fois quand j'avais 25 ans. C'est quand j'ai eu à l'époque ma maîtrise. Donc, j'ai cherché beaucoup un travail en tant que professeur de FLE et j'ai fini par être assistant de langue en Autriche, dans une très petite ville qui s'appelle Gmunden. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Donc oui, c'est parce que j'enseignais que j'ai voyagé, on peut dire ça, je pense. Et une dernière question qui nourrit uniquement ma curiosité. Qu'est-ce qui te plaît dans l'Autriche au point d'y être encore aujourd'hui? La ville de Vienne, c'est pas vraiment l'Autriche comme pays, c'est la ville de Vienne. Ouais. La ville de Vienne est régulièrement classée comme une des villes les plus agréables à vivre au monde. D'ailleurs, régulièrement, c'est la première du classement. C'est vraiment une expérience de vie qui n'est pas comparable à la vie dans les autres villes. C'est-à-dire que si tu veux prendre les transports en commun, tu n'as jamais de problème. Et la vie est généralement beaucoup plus, je ne sais pas si je dirais facile, mais pour moi qui aime bien quand les choses fonctionnent, c'est plus pratique. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire, parce que Vienne, c'est une ville où j'ai été en vacances. Et quand je t'ai entendu présenter ta méthode, c'est le cerveau structuré. Enfin, je comprends ta connivence avec les systèmes, Ouais. mais même allemand Disons que c'est un avantage. Après, je me prends la tête avec eux régulièrement parce qu'en fait, on a l'idée des Allemands qui sont très efficaces et précis. Oui. Et en fait, c'est qu'ils aiment beaucoup suivre les règles. Par contre, si les règles sont absurdes, ils les suivent aussi. Et ça me rend dingue. Ça, c'est l'esprit français et la rébellion française. Ah oui, c'est ça. Mais disons que je me rebelle pas pour me rebeller, quoi. Je me rebelle vraiment quand ça fait sens. C'est justifié. À Mhm. quel moment s'est développé, j'imagine que ça s'est fait petit à petit, cette méthode que tu présentes aujourd'hui, mais même sur ton site internet, la méthode C, SIS. Ouais, SIS, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et l'acronyme SIS, c'est même mon assistante qui l'a trouvé.
Ok. Mon assistante qui est américaine, c'était une de mes élèves avant qu'on commence à travailler ensemble. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où c'est Seven Tricks for Beginners ou quelque chose comme ça. 7 choses à savoir quand on est un débutant et les 4 premiers, en fait, ça correspond au SIS. Ok. Mais je crois que c'était avant qu'on les formalisait comme ça. Les 4 premiers sont la méthode SIS qui s'applique à toutes les langues et les derniers sont des choses spécifiques du français. Alors du coup, derrière SAIS, qu'est-ce qui se cache comme nom? Quel est cet acronyme et quelles sont ces 4 étapes? Ouais, alors c'est en anglais, hein, Selection, Activation, Immersion and Safe Practice. Si on veut le traduire en français en gardant les lettres, ça serait sélection, activation, immersion et sécurité dans la pratique, quelque chose comme ça. J'aime bien présenter comme 4 étapes parce qu'il faut quand même les faire dans l'ordre, mais c'est pas quelque chose où oh, j'ai fini le point numéro 1, je passe au point numéro 2, c'est plutôt quelque chose de continuel. Ce qui est très important, c'est la première étape, la sélection, où l'idée c'est qu'en fait, selon la personne que vous êtes, la langue que vous parlez est différente. Et donc, le premier pas, c'est pas oh, je cherche un cours de français quelque part et je vais m'inscrire. Le premier pas, c'est OK, qui je suis et qui je veux être en tant que locuteur de cette langue que j'apprends. Donc, moi, chaque client avec qui je travaille est extrêmement différent. J'ai des médecins, j'ai une pâtissière, j'ai des personnes qui travaillent dans l'enseignement, dans énormément de choses. Par exemple, j'avais une cliente qui était dermatologue, qui travaillait beaucoup avec des organisations en Afrique et qui devait faire des consultations de dermatologie avec des patients africains francophones. Il va de soi que le français dont cette personne a besoin pour faire ses consultations, pour parler avec ses collègues, etc., est quand même très différent de la personne qui va passer un week-end à Paris et qui veut voir les bons restos. Enfin, c'est 2 mondes différents, littéralement. Donc, c'est pour ça que la sélection, c'est très important. Donc, dans mon processus de coaching, j'ai tout un processus de sélection où je pose énormément de questions aux clients pour arriver à faire leur feuille de route, entre guillemets, ce que j'appelle Roadmap to Fluency en anglais, et qui me permet d'identifier exactement ce sur quoi il faudra travailler, ce qui gagne énormément de temps. Enfin, on a pratiquement supprimé 80% des efforts que la personne aurait fait s'il avait essayé d'apprendre tout seul sans passer par cette étape. Et est-ce que toi aussi tu as une audience ou un groupe de coachés qui sont pas habitués à faire cette sélection et qui sont un peu perturbés par cette étape? Je pense que pas vraiment, parce que j'ai une certaine chance au niveau de mon positioning. En fait, ça vient du fait que je suis pas doué en marketing, comme la plupart des Français. Et donc, quand les gens on arrive à parler avec moi, la plupart du temps, bon, ils se présentent comme étant débutants, entre guillemets, mais quand on creuse le sujet, on se rend compte que ça fait déjà des années qu'ils essaient d'apprendre le français. Donc, moi, quand je présente des exemples de personnes qui ont appris le français en 6 mois ou en 1 an, ou voire même, j'en ai une case study que j'ai publiée avec le titre Speak French in 40 Days, 40 jours. Ils se disent, attends, il y a un problème quelque part. Soit cette personne me raconte des cracks, soit j'ai vraiment fait n'importe quoi toute ma vie. Ouais, donc quand ils arrivent à tes accompagnements, ils ont déjà pris conscience que si on loupe cette étape-là, on perd du temps inutilement. Mais c'est vrai que je pense que Oui. c'est l'étape parmi les 4 piliers que tu vas nous présenter qui est la plus ignorée en fait, puisque on est tellement habitué à suivre des guides, des livres, des applications toutes faites où on Oui. a le même vocabulaire absorbé, les mêmes règles grammaticales au même moment, et on oublie de repersonnaliser notre travail de langue. Et je vais inciter là-dessus, je sais pas comment je vais faire, je vais augmenter le son sur le montage. Ouais, Mais... je pense que tu as raison, c'est effectivement au moins une des étapes qui est la plus ignorée. Après, sur les 4 étapes, s'il en manque une, ça va rater Ouais. d'une manière ou d'une autre. À la limite, la deuxième, on peut probablement imaginer, pour certaines personnes, ce soit possible de ne pas l'utiliser. Malheureusement, la plupart des méthodes ne font que la deuxième. On peut aller, je pense, à la deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as fait cette roadmap avec tes coachés? Donc, en fait, une fois que j'ai fait cette roadmap, la roadmap, c'est 3 pages, mais il y a une page qui est vraiment la liste des... Ça y est, je l'ai perdu. Tâches, on appelle ça les tâches en français. Mais en gros, il y a une liste de tout ce que la personne veut faire. Donc, ensuite, on peut passer à l'étape 2, qui est l'activation. En général, vraiment, typiquement, on prend une des lignes dans cette roadmap. Vous commencez par la ligne qui vous semble la plus facile. Pratiquez ça. Alors, moi, je passe beaucoup de temps en fait, j'ai un Google Docs sur le côté de mon écran quand je parle avec un client. Et on commence à pratiquer exactement les mots dont ils ont besoin. En général, la première fois, c'est juste présentez-vous. Alors, les personnes vont avoir par exemple une nationalité. Donc, je leur apprends à dire le nom de leur nationalité. Et puis, ça, c'est l'opportunité pour indiquer que, il y a le masculin et le féminin. C'est-à-dire que votre nationalité, la plupart du temps, américain, américaine, selon votre genre, ça va changer. Donc, ça permet d'introduire en fait des notions de grammaire, mais toujours
en se centrant sur ce que la personne veut dire dans sa propre situation. Et en fait, c'est ça l'étape activation, c'est qu'on commence à voir des notions, si vous voulez. Donc, c'est plus ou moins les cours de langue comme on se les imagine la plupart du temps. Et imaginons que, bon, moi je suis plutôt dans la case des apprenants autodidactes. Demain, je veux utiliser l'activation pour l'allemand, tiens. Comment je fais toute seule? Donc, imaginons que j'ai fait la première partie, j'ai listé la liste des choses que je veux faire et je prends la ligne, je sais pas moi, parler à un collègue de la branche allemande de mon entreprise et lui envoyer des mails. Comment j'active? Ok. Alors, toute seule, ça va être difficile. Il faut quand même se dire qu'à la base, si on veut parler des langues, c'est pour parler avec d'autres personnes. Alors, si tu as déjà ton collègue allemand dans ton entreprise et que ton collègue allemand est gentil, peut-être il peut t'aider un petit peu. C'est-à-dire que peut-être tu peux commencer à lui écrire un mail et puis lui dire comment on dit ça. Et puis lui, il va peut-être te répondre. Là, en fait, on arrive à l'étape 4, en fait, parce que c'est activation et c'est à la fois la pratique. Et ça, c'est deux étapes qu'on fait beaucoup ensemble. Si tu es dans un contexte où ton collègue allemand est super sympa et il a le temps de t'aider, et ben, tu peux pratiquer avec lui et ça te fait en même temps ton activation. Si ton collègue allemand n'est pas sympa, il faut trouver une autre personne en fait qui peut t'aider à faire ça. Donc, tu peux trouver un partenaire de langue. Il y a énormément de plateformes sur Internet maintenant où on trouve soit des natifs qui peuvent pratiquer avec toi ou alors des personnes qui peuvent donner des petits cours, etc. C'est juste que ça peut être très difficile de trouver la bonne personne. C'est ça. Parce qu'il y en a tellement. Exactement, faut faire plusieurs personnes et se dire ah ben là ça matchait bien avec cette personne, j'étais en confiance, elle me donnait des conseils judicieux. Ouais. Parce que est-ce qu'on peut dire que SAIS c'est différent et on fait pas les mêmes choses en fonction de son niveau? Parce que clairement quand on est débutant on va avoir absolument besoin d'être accompagné par un tuteur. Et si on est beaucoup plus avancé, peut-être qu'on peut passer par d'autres choses. En fait, je n'y avais jamais réfléchi, mais maintenant que tu le dis, SAIS, en fait, c'est seulement quelque chose qui fait sens pour les débutants. Et si on est déjà quelqu'un d'avancé, probablement, on n'aura plus que les 2 dernières étapes, c'est-à-dire que l'immersion et la pratique. Parce que l'activation, ça reste principalement la grammaire ou alors du nouveau vocabulaire. Et la grammaire, en fait, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai déjà été en contact avec des gens qui me disent « Oh là là, la grammaire française, ça ne s'arrête jamais. » Oui, si on veut toujours la creuser, on peut la creuser plus. Je sais qu'il y a une nouvelle grammaire du français qui vient de sortir et elle est immense. Ça a pris 20 ans aux auteurs à l'écrire. Mais après, il y a seulement un certain nombre de choses qu'on peut apprendre dans la phase d'activation. Après, bien sûr, on peut toujours apprendre du vocabulaire, mais dans ta pratique, tu vas trouver des nouveaux mots. Ils vont juste te venir naturellement, tu n'auras pas besoin de les activer. Donc, par exemple, du fait que j'ai une partenaire mexicaine, enfin une compagne mexicaine, je veux dire, j'apprends beaucoup d'argot mexicain que j'aurais probablement pas connu autrement. Et vu qu'elle me dit toujours les mêmes mots, en fait, plusieurs fois par semaine, et ben, au bout d'un moment, je les sais. Parce que tu es déjà, dans la partie 3, tu es déjà en immersion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immersion? Alors, l'immersion, c'est quelque chose qu'on a tendance à éviter, surtout les débutants ont tendance à éviter, comme la peste, d'écouter ou d'utiliser du contenu qui a été fait pour les natifs. Mais en fait, si on évite l'immersion, on ne fait que retarder ou empêcher son propre apprentissage de la langue. Moi, je dis toujours à mes clients, je vais vous donner une liste de chaînes YouTube, je vais vous les sélectionner par rapport à vos propres intérêts, ok? On va s'assurer que ce soit des choses qui vous intéressent, vous. Et c'est ça qu'il faut qu'ils utilisent pour leur immersion. Ils peuvent aussi utiliser des podcasts, Netflix ou ce que vous voulez. Mais c'est très important de s'habituer à entendre la langue telle qu'elle est parlée par les natifs. C'est ça la clé. C'est, oh, ben, je ne vais rien comprendre. C'est pas grave. Quand vous étiez bébé et que les gens parlaient autour de vous, vous ne compreniez rien non plus. Ça ne vous posait aucun problème. Et vous avez maintenant appris votre langue maternelle. Et en plus, à partir du moment où les gens surmontent l'idée qu'ils vont rien comprendre, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils comprennent énormément. Et comme on a souvent l'idée que l'immersion à l'étranger, c'est la solution, qu'en allant 2 mois en Australie, on viendra avec l'anglais, en fait, on peut le faire à la maison à partir du moment où on s'expose à la langue qu'on veut apprendre. Ouais, non seulement on peut le faire à la maison, et j'ajouterais même que de partir à l'étranger dans le pays en question, ça marche pas à tous les coups. Moi, pour avoir vécu à Berlin dans le milieu des startups, je peux vous dire qu'il y a énormément d'Américains et d'anglophones en général qui n'apprennent pas un mot d'allemand pendant toute leur carrière. Donc, il faut faire attention et il faut vraiment le faire exprès, en fait. Même si que vous soyez chez vous à l'étranger, il faut le faire exprès dans tous les cas. Il faut mettre de l'intention. Alors, j'ai une semaine, mettons que je puisse dédier dans ma semaine 4 heures à l'apprentissage des langues. Tu vas me dire déjà si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Combien de temps ce serait du temps d'activation et combien de temps ce serait du temps d'immersion? Alors, 4 heures, c'est pas mal. Moi, le tout premier cours que j'avais créé, ça s'appelait Time for Language Learning. Et le but, c'était d'essayer d'en trouver le plus possible. Mais bon, en imaginant que ce soit 4 heures au total, moi, la manière dont je le fais avec des clients, c'est qu'ils passent 1 heure avec moi. Il faudrait faire au moins 1 heure
d'apprentissage formel. Oui. Si tu as un tuteur ou un coach qui est vraiment bon, 1 heure, ça va suffire. Et puis, tout le reste, ça serait du temps d'immersion. Et si tu as l'opportunité de pratiquer avec d'autres personnes, il faut le faire. Il faut vraiment pratiquer le plus possible. C'est pas forcément simple de trouver des gens avec qui pratiquer, mais si tu as la possibilité, il faut le faire autant que possible. Et est-ce que mon heure de activation, ça peut être aussi les deux, activation pratique? C'est toujours les Ouais, deux. c'est toujours les deux. Ok. Ouais. Donc oui, c'est un peu l'échelle que j'avais, c'est-à-dire Mhm. 75-80% d'immersion, mais consciente. Ouais. Même pas forcément consciente. Idéalement, si on compte ce qui est inconscient, il faudrait que ce soit plus long que ça. Mais si tu écoutes un podcast et que ou un livre audio et que tu cuisines en même temps et que tu te concentres sur la cuisine, ça compte quand même. C'est-à-dire que, enfin, on peut parfaitement cuisiner et avoir une conversation en même temps, par exemple. Oui. Donc, ça veut dire que ton cerveau est quand même actif sur ce que tu entends. On en arrive maintenant à la safe place, safe practice, à la sécurité dans la pratique. Ouais, safe practice, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Le safe practice, c'est le contraire de l'expérience qu'on a tous eue quand on était au collège, où on était dans une classe et puis on devait essayer de pratiquer une langue, alors qu'en fait, il y avait 25 ados qui étaient prêts à se moquer de nous. Et ça, c'est pas la situation idéale pour apprendre une langue. Il faut qu'on soit dans un espace où faire des erreurs, non seulement c'est pas un problème, mais en plus ça va être utilisé comme une opportunité pour apprendre quelque chose. Et si on y réfléchit, en fait, dans notre vie, on est assez rarement dans cette situation. On est pratiquement toujours au travail où les erreurs vont pouvoir nous être reprochées. Ouais, si on fait des erreurs, ça peut avoir des conséquences assez désagréables, pas forcément seulement des erreurs de langue, mais des erreurs en général. Il faut absolument avoir une sorte d'espace où on sait qu'on peut dédramatiser, que de toute façon, il ne se passera rien, peu importe ce que vous me dites. Parce que les apprenants de langue disent des dingueries. Ça fait partie du travail. C'est ça. Est-ce que tu as des exemples? Parce que là, on a parlé des tuteurs, donc on imagine être avec un tuteur avec qui on se sent bien, mais ce serait quoi les autres exemples de safe place, enfin de safe practice qu'on pourrait mettre en place? Ah, c'est ça vraiment, hein. C'est être dans une situation où les personnes avec qui tu pratiques ne te poseront pas de problème quoi que tu dises. C'est seulement ça. Donc, tu penses qu'il faut quand même que la personne te corrige en face? Au moins, il faudra avoir un feedback. Ok, C'est-à-dire qu'il faudrait... au moins voir si la personne a compris ce que je dis, même si elle corrige pas. Ben, oui, parce que, par exemple, je te donne un exemple d'opportunité que j'ai eu de pas me montrer sur mon meilleur jour. C'était dans la première année où j'envoyais des emails régulièrement et j'essayais d'expliquer cette histoire d'immersion, ok, dans mon email. J'ai écrit en anglais « I love to Netflix and chill » parce que pour moi, c'était regarder Netflix et se détendre. Quelqu'un m'a répondu « Je crois qu'il faudrait plus que tu dises ça parce que ça veut pas dire ce que tu penses. » Et donc, je ne sais pas si l'audience francophone va avoir tout de suite compris le problème, mais apparemment, Netflix and chill, c'est une sorte d'expression pour le sexe sans lendemain ou le sexe sans prise de tête. Ok, je ne le savais pas. Voilà, je l'ai envoyé à 400 personnes. Bon, mais voilà, il faut avoir une sorte de feedback, quoi. Donc, j'imagine que la safe practice, bon, si on ose tout, ça peut même être poster des trucs sur les réseaux, avoir un compte Instagram, je sais pas moi, dans une autre langue. À partir du moment où on voit ce qu'on aimait et le retour qu'on a. C'est aussi une sorte de sentiment intérieur, to feel safe. Parfois, on peut se sentir en sécurité alors qu'on ne l'est pas du tout. C'est vrai. Il y a des gens qui ont vraiment très confiance en eux, il n'y a vraiment rien qui peut les faire se sentir mal ou avoir peur. Du coup, pour ces personnes-là, tout est safe practice. En parlant d'émotions, de la partie plus mindset, dans tes contenus, j'ai fouillé un peu. Je vois que tu as appris plein de choses sur notre fonctionnement parce qu'il y a des vidéos avec des affirmations pour renforcer notre confiance en soi, des conseils sur de la pratique de méditation. Qu'est-ce que tu conseillerais de prendre en compte à ce niveau-là, au niveau du mindset? Alors déjà, les croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose, il faut commencer par ça, je pense. Alors j'imagine que quand on en est au point d'écouter un podcast qui s'appelle La Fabrique à Polyglotte, on n'a pas tellement de croyances limitantes sur sa capacité à acquérir les langues. Mais quand même, il faut faire attention parce que peut-être on se dit, oh, je peux parler des langues dans ma vie personnelle, mais je pourrais pas, par exemple, avoir un travail où il faudrait parler cette langue. Les croyances limitantes, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler dans sa vie tout le temps. Après, la méditation, c'est bien utile dans le sens où ça permet d'avoir plus de contrôle sur ce qu'on fait avec son esprit. Et si par exemple, vous êtes quelqu'un qui a énormément de ce qu'on appelle en anglais mind chatter, c'est-à-dire que si votre esprit parle tout le temps et ne peut jamais se taire, eh bien, ce sera très difficile de le faire parler dans une autre langue. Oui, parce que c'est souvent nos propres dialogues intérieurs qui nous bloquent.
Quel est l'outil qui personnellement t'a aidé le plus? C'est dur d'en choisir un seul, mais c'est vrai que j'aime bien la méthode Silva ou si on voudrait citer quelque chose qui est sur ma chaîne YouTube, ce serait, la méthode qui s'appelle Quantum Jumping, qui est une variante, en fait, de la méthode Silva. C'est une méthode de méditation active qui consiste à vraiment maîtriser les différents états du cerveau, en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent avec, les ondes cérébrales qui sont presque tout le temps au niveau bêta. Et si jamais leur cerveau descend dans les niveaux d'ondes qu'on appelle θ, ils s'endorment. C'est la situation normale. Mais cette méthode vous permet en fait d'être capable d'être conscient avec des niveaux d'ondes plus basses. Et en fait, on considère que les niveaux d'ondes θ, c'est là où on apprend le mieux. Et de ton côté, qu'est-ce que tu as remarqué que tu apprenais plus vite effectivement une langue? Ouais, on apprend plus vite tout. Et aussi, il est plus facile d'actionner les choses. C'est-à-dire qu'en général, l'état conscient des ondes bêta, c'est là aussi où on a tout le stress. En fait, plus on est stressé, plus les ondes de notre cerveau sont rapides, c'est-à-dire que plus elles sont élevées. Et du coup, on sait que plus on est stressé, moins on peut faire de choses, en fait. Donc, la capacité à vraiment Ouais. descendre les niveaux de stress au point où on est aussi relaxé que possible, ça permet vraiment de faire des choses absolument incroyables, de se souvenir de vocabulaire qu'on oublie tout le temps, des choses comme ça. Et en plus, je crois qu'on sous-estime largement le niveau de stress dans lequel on vit parce que Ouais. on a été tellement habitué à des niveaux de stress hyper élevés et généralement on s'y prend un peu tard. C'est les moments où on est au fond du seau et tout, Oui, tout c'est vrai. cassé qu'on se dit mince, j'aurais dû prendre en compte mon stress avant. C'est vrai, je trouve que et particulièrement pour tout ce qui est, l'actualité, on est arrivé à un point où, le monde va tellement mal qu'on peut même plus se permettre de l'ignorer. Et c'est pour ça que je voulais faire ce point mindset parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2023, quand on part dans l'aventure d'un apprentissage de langue, il faut un outil, quel qu'il soit, mindset ou déstress, mais ça peut Ouais. être même prendre un bain. Si vous voulez écouter votre podcast et en prenant un bain, bah, c'est Ah pas oui, très c'est une écologique, bonne pardon, méthode. mais ou en marchant dans la nature près des arbres pour vous oxygéner parce que regarder un arbre, je sais plus à partir de combien de temps ça commence à créer de la détente au niveau cérébral, mais d'avoir un outil clé qui vous Mmh. convient, qui va avec votre style de vie pour apprendre à Ouais. relâcher la pression. Une question que je me pose, que je vais te poser, c'est quelle Mmh. est la chose qui t'a le plus surpris sur les langues à travers tout ton parcours? Alors la chose qui me surprend le plus sur les langues et qui, pratiquement chaque jour, je suis impressionné par ça, c'est que quand même, on a appris les langues probablement aussi longtemps qu'il y a eu des humains. Les traces les plus anciennes d'apprentissage des langues ont 5000 ans. C'était l'enseignement, du sumérien aux Akkadiens. Non, c'était l'inverse, c'était les Sumériens qui apprenaient l'akkadien. Bref, en tout cas, 2 peuples et 2 langues qui ont parfaitement disparu et qu'on ne connaît pas vraiment très bien de nos jours. Mais en tout cas, on sait, on a des tablettes cunéiformes avec des petites listes de vocabulaire, on sait qu'ils ont appris, les langues, qu'ils apprenaient les langues à l'époque. On a 5000 ans d'histoire, on a 5000 ans d'expérience, ça fait 5000 ans que les gens se demandent comment apprendre des langues et pourtant la plupart des gens galèrent toujours. Je comprends pas. C'est fou, hein? C'est pourtant c'est pas très dur, hein, sélection, activation, immersion, sécurité dans la pratique, enfin et les croyances limitantes, en fait, on est fait pour les conserver et même les confirmer. C'est difficile de les combattre et essayer de s'intégrer à un groupe humain dont on ne fait pas partie à la base, c'est pas quelque chose de naturel. Non, la peur du rejet, c'est la plus grosse peur, je crois, après la peur de la mort, parce que ça conduit finalement à cette peur-là. Si je suis rejetée, Mmh. je meurs. C'est ça. C'est fou. 80% c'est des Ouais. croyances, du mindset, mais les sportifs ont des prépas mentales, donc les linguistes, enfin les futurs Mmh. polyglottes, il faut vous préparer Bah, mentalement. c'est pour ça que j'ai insisté énormément sur ça sur ma Ouais. chaîne YouTube et que j'ai fait des méditations, des affirmations et tous ces trucs-là parce que je me suis rendu compte qu'enseigner la langue, moi j'ai un master en FLE, ça suffit pas. Sinon, tout le monde parlerait déjà français. Ben, tous les gens qui voulaient parler français auraient déjà appris le français, ça serait pas un problème, j'aurais pas de travail. Écoute, ça me fait une transition toute trouvée vers la question suivante. C'est, donc on a parlé de tes coachings. Qu'est-ce que tu proposes aux anglophones qui apprennent le français? Alors, mon site, c'est frenchfluency.net. J'ai surtout un gros programme de coaching qui s'appelle le French Fluency Accelerator. C'est quand même quelque chose sur lequel je travaille à temps plein depuis 3 ans. Donc, il y a énormément de contenu à l'intérieur. Il y a aussi du contenu mindset, évidemment. J'ai 2 ateliers qui sont spécialisés sur ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est sur la manifestation et l'autre sur energy clearing. On appelle ça en français. La guérison des énergies. On ne sait rien, je ne sais pas dire ça en français. Et on a à ce jour 2 heures par semaine de cours de groupe. Tu l'as dit, c'est la première fois que tu interviens en français. C'est trop dommage qu'on n'ait pas assez de contenu francophone sur l'apprentissage des langues. Est-ce que tu as en tête quelqu'un qui devrait aussi intervenir en français sur la fabrique à polyglotte? Alors, en français, je te dirais bien de demander à Lindsay de le faire parce que je crois qu'elle parle français. Elle est déjà venue? Ah, damn!
Est-ce que tu as déjà eu Alex Barron? L'épisode n'est pas sorti, mais on a déjà enregistré du contenu, ouais. Mais écoute, tu les connais déjà tous, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, peut-être que j'arrive au bout de la communauté francophone polyglotte. Je vais te laisser le mot de la fin de tout notre échange. Quelle est la chose la plus importante qu'on doit retenir? Alors, je pense que la chose la plus importante qu'on doit retenir, c'est effectivement que le mindset est plus important que ce qu'on fait concrètement pour apprendre une langue. En fait, pour arriver à faire quelque chose, il faut être dans le bon état d'esprit. C'est ça. Donc être conscient de son système de croyance et le développer de sorte à ce qu'il nous serve, que ce soit pour les langues ou pour absolument tout ce qu'on fait dans la vie. Très Ouais. bien. Merci beaucoup. Et aussi être détendu quand on pratique. Et être, Autant que possible. ouais, un mindset de quelqu'un de confiance, ça aide à être relaxé. Ouais. Merci beaucoup, Angèle, pour tous ces précieux conseils et j'espère que vous pourrez mettre en place le système C aussi à la maison de votre côté. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.